Bonjour, toujours dans la rubrique Livres cultes, je vous parle aujourd'hui d'un des meilleurs livres de science-fiction que j'ai lu ces dernières années. Il s'agit des Enfants d'Icare d'Arthur Charles Clarke. Arthur C. Clarke, comme on a l'habitude de le nommer, était un écrivain et futurologue britannique, un des auteurs de science-fiction les plus influents et très populaire au XXe siècle. Il est surtout connu pour son roman 2001, l'Odyssée de l'espace, publié en 1968 et ensuite adapté dans un film très connu de Stanley Kubrick. Le roman, comme le film, explore des thèmes tels que l'évolution humaine, les rencontres extraterrestres et l'intelligence artificielle, un sujet qui inquiète aujourd'hui et qui inquiétait déjà un peu à l'époque. Les écrits d'Arthur Charles Clarke sont caractérisés par une imagination audacieuse, beaucoup de rigueur scientifique et une fascination pour les vastes possibilités de l'univers. Dans 2001, comme dans Les Enfants d'Icare, s'affirme, sans le nommer, un autre thème actuel qui se profile, le transhumanisme. S'y ajoute l'intérêt de l'auteur pour la relation que l'homme entretient avec le mystère et le divin. Le positionnement possible de l'homme dans les situations futuristes de Clarke et tout ce que cela implique sur les origines et le devenir du genre humain, c'est un formidable outil de réflexion sur les questions métaphysiques qui nous interrogent. Enfin, le style et la composition du récit évitent ce qu'on appelle au cinéma les effets spéciaux et particulièrement leur surcharge. Tout est relaté comme dans un roman ordinaire avec les clins d'œil nécessaires à notre discernement. C'est pour ça que j'ai choisi de vous proposer une vidéo sur cet ouvrage. Au début de ce récit, dans un 21e siècle imaginé au 20e, ce qui est parfois amusant, les terriens, en proie à leur sempiternelle discorde, se font soudain envahir par une civilisation extraterrestre très supérieure à la leur, qu'ils appellent les suzerains. Habituellement, dans les romans de science-fiction, les civilisations extraterrestres sont belliqueuses et dangereuses. Contre toute attente, cette civilisation va se révéler tout à fait bénéfique au genre humain. Elle fait cesser toute guerre et pacifie les rapports des uns et des autres. La paix et le bonheur s'installent, comme si le but des suzerains était d'éviter à l'espèce humaine de s'auto-détruire par l'arme atomique. On ne parlait en effet pas encore de pollution et de réchauffement climatique à l'époque où a été écrit ce livre. Cependant, le chef des suzerains, Karelen et ses semblables, se refusent de montrer leur vrai visage au genre humain. Ils promettent de le faire seulement dans 50 ans. Les suzerains traitent donc avec l'espèce humaine par l'intermédiaire d'un médiateur, Stormgren. Ce dernier est fasciné par cette dissimulation mystérieuse et cherche bien évidemment à la contourner. Une première partie du livre raconte cela. Comme promis, les suzerains finiront par dévoiler leur apparence. Ceci quand l'humanité aura, par la paix enfin installée, éradiqué certains préjugés sur le bien et le mal, entre autres. Néanmoins, la surprise sera de taille pour les quelques personnes qui auront la mémoire des temps anciens et aussi, bien évidemment, pour nous, le lecteur. Dans la deuxième moitié du livre, petit à petit, on va découvrir que la fascination des hommes est aussi du côté des suzerains, car en dépit de leur avancée technologique, il leur manque quelque chose que tous les humains ont le privilège de détenir. Le suspense conduit le lecteur à en prendre conscience tout en réfléchissant à sa manière sur ce qu'est la condition humaine, ce qui évoque parfois un aphorisme connu, le parfait est l'ennemi du bien. Ce n'est pas le seul sans doute, quoi qu'il en soit, tout l'intérêt de ce livre, du moins à mes yeux, nous ramène à ces questionnements et je vais donc vous en lire quelques chapitres intrigants. Le 6e jour, Karelen, superviseur de la Terre, s'adressa au monde dans une allocution radiodiffusée qui fut retransmise sur toutes les fréquences. L'anglais dans lequel il s'exprimait était si parfait que la controverse que ce discours déclencha allait faire rage d'une rive à l'autre de l'Atlantique pendant une génération. Mais son contenu était encore plus déroutant que sa forme. Il n'avait pu être prononcé que par un génie suprême, possédant une maîtrise totale, absolue des affaires humaines.
L'érudition et la virtuosité que déployait l'orateur, ses allusions à mettre l'eau à la bouche, au savoir encore inexploré qu'il laissait entrevoir, étaient délibérément destinées à convaincre l'humanité qu'elle était en présence d'une supériorité intellectuelle écrasante. Quand Karelen se tut, il était clair pour les nations de la Terre que les jours de leur précaire souveraineté étaient arrivés à leur terme. Les gouvernements locaux et régionaux conserveraient leur pouvoir, mais dans le domaine plus vaste des relations internationales, les hommes avaient cessé d'être leurs propres maîtres. Tous les arguments et toutes les protestations étaient vains. Il y eut des tentatives de résistance passive. La politique des suzerains consistait alors à laisser les récalcitrants agir comme ils l'entendaient et se débrouiller tout seuls jusqu'au moment où les intéressés se rendaient compte que leur refus de collaborer leur était préjudiciable. Karelen n'intervint qu'une seule fois à l'encontre d'une nation rétive. La République sud-africaine était depuis plus d'un siècle déchirée contre elle-même. Dans les deux camps, des hommes de bonne volonté avaient essayé de jeter des ponts entre les communautés hostiles, mais en vain. La peur et les préjugés étaient trop profondément enracinés dans les cœurs pour que la coopération fût possible. Les gouvernements qui se succédaient ne se distinguaient que par leur degré d'intolérance. Le pays était empoisonné par la haine et les séquelles de la guerre civile. Quand il apparut clairement qu'aucun effort ne serait fait pour en finir avec la discrimination, Karelen lança son ultimatum. Il indiqua simplement une date et une heure, rien de plus. L'avertissement suscita l'appréhension, mais il n'y eut pas vraiment de panique, car personne ne croyait que les suzerains entreprendraient une action violente dont tout le monde, innocent et coupable confondus, serait victime. Effectivement, il n'y eut pas d'action violente, mais lorsque le soleil passa au méridien du Cap, il s'éteignit. Ce n'était plus qu'un fantôme pourpre et livide, sans chaleur ni éclat. Quelque part, dans l'espace, deux champs perpendiculaires polarisaient la lumière et déviaient son rayonnement. La zone touchée par ce phénomène dessinait un cercle parfait de 500 km de diamètre. La démonstration dura 30 minutes, ce fut suffisant. Le lendemain, le gouvernement sud-africain annonça que la minorité blanche jouirait dorénavant de la plénitude de ses droits. L'écrasant silence qui s'était abattu sur toute la terre dura 20 secondes. Encore que plus tard, personne ne put convenir que cela avait été si court. Puis, on eut l'impression que l'obscurité remplissant la vaste cavité se projetait en avant. Et Karelen émergea au grand jour, portant le petit garçon dans son bras gauche et la petite fille dans son bras droit. Les deux gosses étaient trop occupés à jouer avec les ailes du superviseur pour prêter la moindre attention à la multitude aux aguets. C'était à porter au crédit du sens psychologique des suzerains et des années de préparation minutieuse qui avaient précédé cet instant. On ne compta que quelques rares évanouissements. Pourtant, moins nombreux encore furent peut-être les habitants de la terre qui n'effleurèrent pas pendant un terrible et fugitif instant une épouvante millénaire avant que la raison l'eût chassé à jamais. Le doute n'était pas permis. Les ailes membraneuses, les petites cornes, la queue griffue, tout était là. La plus terrifiante de toutes les légendes, surgissant d'un passé inconnu, s'était faite chair. Et pourtant, la créature mythique dont le soleil caressait le gigantesque et majestueux corps d'ébène souriait, immobile en haut de la passerelle, un enfant humain niché avec confiance dans le creux de chaque bras.